bienvenue, merci d'être là. Du coup, aujourd'hui, on va parler de mobile. Déjà, est-ce qu'il y a des développeurs mobiles dans la salle? Ouais, quelques-uns quand même, donc cool. Après, je ne sais pas, hein, si, un petit sondage quand même, parce que là, pour le coup, voilà, qu'est-ce qui est derrière votre technomobile préféré? Et là, et du coup, vous faites plutôt du natif, cross-platform, Flutter, ok, très bien. iOS natif, très bien. D'autres, ouais. iOS, iOS Android natif. Ok, très bien, bah, parfait. Et du coup, voilà, donc l'idée de ce talk, c'est vraiment de faire un tour d'horizon et montrer ce qu'il y a derrière ces technos-là. Et parce que souvent, justement, ben, on est un peu trop cloisonné. On dit, oui, voilà, il n'y a que le natif, vraiment. Moi, je viens du natif. Hein. Je fais beaucoup de natifs, Android et iOS. Je pense qu'on a beaucoup de préjugés envers les autres technologies, sans savoir vraiment comment elles marchent et quelles sont les applications. Donc l'idée, c'est de casser un peu ces préjugés-là et de vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Voilà, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Elaine et je suis Senior Staff Engineer chez Sphere à Paris. Il y a des locaux à Sphere pas loin d'ici aussi à Nantes, mais moi je fais du mobile là pour le coup à Paris. Oui, et suivez-moi sur X, Twitter, LinkedIn, tout ce que vous voulez. Ce serait un plaisir d'être en contact avec vous. Alors, vous voyez ces trois belles peluches ici, juste là. En fait, ça, c'est un axolotl. C'est la mascotte de Sphère. Pour ceux qui vont bien écouter, à la fin, il y a un quiz. Toutes les réponses seront données pendant la présentation. Et du coup, les trois premiers, vous aurez droit à une petite peluche. Donc, écoutez bien. Donc, petite intro. Hop. Voilà, donc juste un disclaimer avant de démarrer, c'est que, voilà, comme j'ai dit, je viens du natif. J'ai fait beaucoup de natif plusieurs années et j'aime beaucoup ça. Depuis quelques années, j'ai connu Flutter. J'aime beaucoup Flutter. Et donc, voilà, ayez ça en tête. J'essaie d'être le plus neutre possible, mais tout le monde a son biais, donc voilà. Il y a beaucoup de technologies qui peuvent être utilisées pour faire du mobile, quoi, pour cibler des appareils comme ça. On peut faire tout et n'importe quoi. C'est impossible en 50 minutes de parler de tout ce qui est possible. Donc, peut-être qu'ici, il y a des fans de certaines technologies qui ne seront pas abordées aujourd'hui. Et je m'en excuse, mais c'est juste pas possible. Et du coup, derrière technologie, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être derrière ça. On peut parler, moi je parle de plateforme framework, en fait, c'est tout simplement les solutions qui vont être utilisées pour vraiment faire des appendières, quoi, la partie business et la partie UI. Il y a des choses qui sont vraiment spécialisées dans la partie vue, la partie UI, des choses qui sont plus spécialisées pour la partie partage de code business, justement, donc c'est que du code, des règles métiers, etc. Et bien sûr, pour faire tout ça, il y a des langages de programmation qui sont aussi des technologies. Du coup, en fait, ça veut dire quoi concrètement? On parle de SDK Android, SDK iOS, donc le natif, Flutter, React Native, Ionic, le web. Voilà, on peut faire des web apps aussi, qui marchent très bien sur les téléphones. Pour tout ce qui est UI, Jetpack Compose pour Android, SwiftUI pour iOS, XML, UIKit, JSX, j'aurais pu mettre CSS ici, j'ai pas mis. Pour tout ce qui est code métier partagé, il y a, par exemple, Kotlin multiplateforme qui peut être utilisé. Et en langage de programmation, Java, Kotlin, Objective-C, Swift, Dart, JavaScript, entre autres. Voilà. Mais ça, ce sont les technologies que je vais aborder aujourd'hui. Et du coup, pourquoi celle-ci? Pourquoi pas d'autres trucs, je sais pas, NativeScript ou autre chose? Et en fait, j'estime quand même que c'est représentatif du marché d'aujourd'hui. Et pour illustrer mon propos, quelques graphiques, parce qu'on aime bien ça. Et ici, on a deux graphiques. Je vais zoomer, vous inquiétez pas. Ça, c'est un sondage fait par JetBrains. Tous les ans, en fait, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont répondu à ce sondage-là. Tous les ans, JetBrains lance un sondage pour connaître justement l'état de l'écosystème de développement. Il y a quand même, là, j'ai un graphique pour celui de 2021 où 30 000 personnes ont répondu, et celui de 2023 où 26 000 personnes ont répondu. Donc, j'estime que c'est assez représentatif.
Et en fait, tout simplement, ils ont classé ici les frameworks cross-platform les plus populaires. Donc on voit ici l'évolution, on a ici 2019, 2020, 2021, et on voit la croissance de Flutter, donc avec 30, 39, 42%. Et ensuite, je suis désolée, c'est switché, il y a deux graphiques, mais on voit 2022 et 2023 ici, avec Flutter qui est à 46%. Je ne vais pas toutes les faire, hein, mais juste pour vous donner l'idée, donc ici, React Native, par exemple, avec 42%. En 2019, 42, 42, 38, up, et ici, 32 et 35. Voilà. Après, ensuite, juste pour vous dire, voilà, on voit du Cordova, de la Ionic, KMM, qui est très, très, très petit ici, parce que justement, KMM, c'est au tout début, on va voir juste après, mais ça vient tout juste de devenir stable, qui permet justement de créer ces fameuses libs pour partager du code métier. Et voilà, l'exemple déjà ici, en bas, on voit plein d'autres types de technologies que je ne vais pas aborder. Mais c'est la vie. J'ai pas tout le temps du monde pour vous parler de tout ça. Ensuite, pour continuer d'illustrer mon propos, voici d'autres graphiques. Et en fait, donc là, c'était juste avant, c'était un sondage qui, en gros, bienvenue, qui en gros illustrait, en fait, c'est les développeurs qui ont répondu, qui ont dit, ouais, je connais cette technologie, je la maîtrise. Et donc, en fait, ça donne en fait l'état des choses côté compétences développeurs, côté vraiment développeur. Mais ça ne représente pas ce qui existe dans la vraie vie sur les stores. Et en fait, ici, ce sont des données de AppFigure, donc une boîte qui donne des stats sur les stores. Et ça, ce qui est assez impressionnant, c'est ce qu'on voit sur ce graphique juste ici. Ça, c'est une photo de l'état des stores aujourd'hui, toute application confondue. Donc voilà, en janvier 2023, donc assez récent. Et donc vous avez vu là tout en haut, en fait, tout simplement, le framework non natif, il n'y a pas le natif ici, hein, non natif le plus populaire, c'est Unity. À cause de quoi ou grâce à quoi? Les jeux, ils sont faits en Unity. Et en deuxième place, Cordova. Cordova, pourquoi? Parce que c'était une technologie qui est basée pour transformer des web views en vraies applications qu'on peut publier sur les stores. Aujourd'hui, on ne fait plus vraiment de Cordova, mais c'est vraiment quelque chose qui est très représentatif. Et ensuite, on a React Native, Flutter, Ionic. Et ça, en fait, c'est... encore une fois, je vous ai dit, toute application confondue, donc les applications qui sont publiées aujourd'hui et celles qui ont été publiées il y a 5, 6, 7 ans. Et en fait, ça montre, et c'est pour ça en fait, React Native et Flutter ne sont pas au top, parce que elles sont beaucoup plus récentes que les autres technologies. Et du coup, quand on regarde ici en bas les nouvelles apps, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir. En fait, c'est les nouvelles apps qui sont publiées sur les stores. Et donc, on voit ici les 5 leaders. Donc, Ionic, Cordova, React Native, Unity et Flutter. Et là, du coup, on voit la progression entre 2020, 2021, 2022. Et là, pour le coup, on voit Flutter qui prend la première place. Ensuite, Unity, React Native, etc. Et ici, juste en haut, ils ont publié également un graphique qui montre mois par mois, en fait, une comparaison des applications, des nouvelles applications, new installs, nouvelles installations pour le coup d'applications. Et donc là, du coup, on voit Flutter en bleu foncé et React Native en bleu clair. Donc beaucoup plus de popularité côté Flutter de ce côté-là. Donc voilà, des données d'AppFigure. Dernier graphique, je vous jure, celui-ci est intéressant parce qu'il montre, c'est le seul graphique où il y a du vrai natif, hein, du Kotlin et du Swift. Et la source de ce graphique-là, c'est Bitrise. Bitrise est un outil de CI spécialisé dans le mobile. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont ils publient en fait les stats des builds, des technologies qui sont derrière les builds qui tombent sur leurs outils. Et voici ce que ça donne en fait au cours des années, de 2017 jusqu'à 2022. En fait, si on se concentre, regardez juste le rouge et l'orange.
Ok, je ne suis pas connectée. Il me faudra une connexion après, donc il faudrait que je me connecte sur autre. Allez, disparaît. Ok. Oui, en rouge et en orange, on voit ici le natif. Donc voilà, en 2017. Et du coup, regardez juste la tendance ici au fil des années. Cette courbe, si on s'imagine une courbe derrière ces barres, qui descend. Et du coup, et la place de Flutter et React Native qui est de plus en plus grande sur le pourcentage de projets qui buildent sur Bitrise. On voit la disparition de Xamarin, hein, voilà. On voit aussi de moins en moins de Cordova, parce qu'en plus, à la toute fin, c'était tellement petit qu'ils ont dû mettre en bas ici voilà, les pourcentages. Et même si, après, j'ai juste un truc à dire par rapport à ça, même si, bien sûr, là, c'est flagrant, hein, on voit vraiment la place du cross-platform qui est de plus en plus importante dans le pourcentage de builds qui tournent sur Bitrise. Mais en fait, cette décroissance du natif, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a moins de projets natifs qui build, parce que là, encore une fois, c'est un pourcentage. J'imagine, je ne sais pas, on n'a pas vraiment les stats dures, c'est-à-dire pas en pourcentage, les nombres en fait vrais. Et en fait, ça veut dire oui, si on regarde en pourcentage, il y a de moins en moins de projets natifs, mais je pense qu'il y a de plus en plus de projets qui buildent, de plus de builds qui tournent sur Bitrise. Donc, ça se trouve, en fait, cette courbe-là, pour le natif, elle est constante, ou elle peut même croire un peu, avoir un peu de croissance. Mais juste ayez ça en tête aussi. Mais il y a un truc qui est flagrant quand même, c'est qu'il y a de plus en plus de cross-platform. Et du coup, voilà. Donc voilà pour quelques graphiques pour illustrer pourquoi je parle des technologies que je vous ai annoncées tout à l'heure. Donc, moi, j'aime bien voir les choses dans des timelines comme ça pour voir d'où on est parti. On va commencer par le début, le tout début, la sortie de l'iPhone, du coup, en 2007, avec quelque chose qui s'appelait l'iPhone OS 1. Ça s'appelait iOS à partir d'iOS 4. Mais ça, c'est une autre histoire. La toute première version de l'iPhone ne venait pas avec un SDK. Steve Jobs, quand il a fait l'annonce du nouvel iPhone, il a dit pour faire des applications sur l'iPhone, vous allez construire des web apps. Donc, je ne sais pas s'il y en a ici, comme le tout premier iPhone de G, il n'avait pas de store. Le store, il est arrivé en 2008. Du coup, avec tous les outils iOS qu'on connaît aujourd'hui, Xcode existait avant pour faire des applications sur Mac, mais du coup, Xcode a commencé à être utilisé pour faire des applications iOS également. Et on a en 2008 également la sortie d'Android 1.0 et le SDK Android. Très vite, juste après la sortie des téléphones Android et les iPhones, on a eu Cordova qui s'est fait racheter par Apache quelques ans après, qui justement, ils se disaient, c'est génial, on a ces nouveaux téléphones-là. À l'époque, on avait encore Windows Phone, et du coup, ils se disaient, pourquoi pas utiliser la puissance du web, on sait faire des web apps, on sait faire des web views, et du coup, packager, encapsuler justement ces applications-là dans une coque native pour pouvoir publier sur les stores, pour avoir une présence sur le store. Et donc, c'était la stratégie de Cordova, qui est devenue ensuite PhoneGap et qui est ensuite devenue Capacitor. Et donc, vous avez vu, très vite, ils se sont positionnés là-dessus, et c'est pour ça qu'on voit encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui existent sur le store qui utilisent cette technologie-là. Après, ensuite, si on va plus loin dans la timeline, on voit en 2013 la naissance de React, le framework créé par Facebook pour faire du web. 2 ans après, les ingénieurs de Facebook ont utilisé le base de React et se sont dit et si on essayait de réutiliser React pour faire des applications natives. Donc c'est comme ça que React Native est apparu, donc en 2015, quand on a commencé aussi à parler de PWA. Donc PWA, les technologies web qui permettent d'utiliser
des choses qui n'étaient possibles qu'avec le natif, donc accès aux capteurs, faire du caching, etc. On a commencé à parler de Flutter sérieusement à partir de 2017, surtout à fin 2018 avec la 1.0, donc quelques ans après. Capacitor, du coup, est sorti en 2018, c'est le papa de Ionic. Et ensuite, les dernières années, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'était les grandes années où on a revu un peu la façon dont dans le natif, comment on fait la partie UI du natif avec SwiftUI, Jetpack Compose. Jetpack Compose, on va voir après, mais aussi la naissance de Compose multiplateforme. KMM, Kotlin multiplateforme mobile, qui était en alpha depuis 2020, et là, c'est tout récent pour le coup, depuis ce mois-ci. KMM est stable, mais on va voir ça plus en détail après. Ensuite, les langages de programmation. Vous avez vu ici en haut, en gros, on a commencé le dev mobile en 2008, en gros. Et c'était quoi l'état des langages de programmation en 2008 ? En fait, c'était là, parce que 2006, en fait, c'était là-bas la sortie de Java 6. Et on faisait l'Objective-C pour coder sur les plateformes Apple. Et aussi, si on faisait du JavaScript, la version d'ECMAScript, donc les specs de JavaScript, c'était ES3. Donc en 2008, voilà l'état des choses. Voilà, si on faisait de l'Android, c'était du Java 6. Si on faisait de l'iOS, c'était Objective-C. Et si on faisait du JavaScript, c'était ES3. Donc après, voilà, il y a eu ES5. Dart est apparu en 2012. Pour ceux qui font du Flutter, vous savez pourquoi je parle de ça, parce que pour faire du Flutter, le langage de programmation, c'est Dart qu'il faut utiliser. Donc créé en 2012 avec en tête, avec objectif remplacer JavaScript. Spoiler alert, ça n'a pas trop marché. Et en fait, c'est grâce à Flutter qui a choisi d'utiliser Dart que le langage rencontre du succès aujourd'hui. Ensuite, si on va plus loin, ici, on a la sortie de Java 8 en 2014. Ça, c'est la sortie. Par contre, le support sur Android, il n'a été fait qu'en 2017. Donc, jusqu'à 2017, tous les développeurs qui faisaient de l'Android, ils faisaient du Java 6. Et en fait, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Nos collègues de JetBrains, donc JetBrains qui sont derrière IntelliJ, Android Studio, tout ça, ils se sont dit, et si on faisait, si on créait un langage de programmation qui est interopérable avec Java. Et voilà, ils ont eu cette idée de créer ce langage-là qui est cross-platform lui-même, qui est multiplateforme. Et du coup, en 2016, JetBrains a sorti ce langage de programmation qui n'était pas pensé pour faire de l'Android, c'était vraiment pensé pour être compatible avec la JVM, etc. Mais encore une fois, ici, les développeurs Android, ils étaient sur Java 6. Et ils avaient Kotlin à côté. Certes, c'était les premières versions de Kotlin, mais qui étaient beaucoup plus sympas que Java 6, quoi. Et tout de suite, il y a eu une adoption massive et vraiment une volonté des développeurs Android de faire de Kotlin de manière vraiment sans outils vraiment officiels. Et du coup, Google, un an après, ils ont dit, allez, OK, on supporte aussi, on va faire du support Kotlin. Et 2 ans après, Google annonce que le dev Android, il est Kotlin First. C'est vraiment le langage de programmation préconisé pour faire du Kotlin. Parce qu'encore une fois, Java 11 est sorti en 2018, mais le support de Java 11 sur Android n'est apparu qu'en 2021. Et du coup, c'est l'année de sortie de Java 17 que du coup rencontre le support que cette année. Bref, et du coup, voilà, il y a toujours ce rattrapage-là, même si là, aujourd'hui, Java 20, je trouve que c'est un beau langage, c'est vraiment très bien. Mais bon, là, c'est un peu, c'est même pas too little, too late, c'est trop tard, quoi. Mais c'est juste qu'à côté, on a Kotlin, et là, les développeurs Android, ils veulent surtout pas revenir en arrière, et là, pour le coup, c'est dommage. Parce qu'on a Java 20 qui est sympa à côté. Donc, voilà. Il y avait, oui, et bien sûr la sortie de Swift pour le développeur iOS en 2014, qui est vraiment le langage préconisé pour faire de l'iOS aujourd'hui.
Voilà pour les langages de programmation. Ensuite, du coup, ok, c'est sympa tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière? Donc, pour faire des applications mobiles, je classe les solutions en 3 catégories, du natif, du cross-platform ou du web, tout simplement. Donc, le natif, bah, ça c'est la solution officielle, hein, voilà, c'est notre application avec Kotlin, avec Swift, c'est du natif, on fait, voilà, c'est vraiment les outils officiels donnés par Google et par Apple pour faire des applications mobiles avec un accès first party, voilà, vraiment préconisé pour utiliser tous les widgets, tous les composants du système. Et bien voilà, c'est du natif, donc ce sont les SDK qui sont vraiment qui peuvent utiliser directement bah, tout ce que le système propose, notamment bah, tous les services, tous les capteurs, etc. Donc voilà, c'est vraiment le développement par défaut entre guillemets si on veut utiliser les outils officiels. Et ben, le gros point noir, ce sont deux compétences différentes qu'il faut avoir, donc en général 2 équipes différentes, et du coup 2 fois plus de ressources qu'il faut pour faire la même application. React Native, comment ça marche? Du coup, c'est basé sur React. Le code, il est fait en JavaScript. Et le bridge qui existe ici, qui est fourni par React Native, il va au runtime. Si j'ai déclaré un bouton en JavaScript ici, au runtime, et j'insiste au runtime, si je tourne sur un Android, il va appeler le vrai composant bouton Android voilà, donné par Google. S'il tourne sur un iPhone, il va aller chercher le vrai composant iOS. Ils disent que justement, ça permet en fait d'avoir ce look and feel, voilà, de respecter vraiment la plateforme. Par contre, le point noir, c'est que, bah, encore une fois, ça se fait au runtime, donc on peut avoir du lag parce que cette transpilation, elle est faite vraiment au runtime. Et c'est aussi via ce bridge qu'on a accès au capteur natif. Et donc, c'est cette partie-là qu'ils essayent d'optimiser au maximum parce que justement, tout ça se fait en runtime. Ionic, PhoneGap, Cordova, peu importe. Toutes les solutions en fait que se base de WebView, voici l'archi macro de comment ça se passe. Bah, et du coup, on fait du web, hein, tout simplement. Donc, le code, il est en JavaScript. Et du coup, côté plateforme, en fait, on va juste utiliser tout simplement des WebView. Voilà, on affiche des WebView. Et c'est via le framework, encore une fois, qui va encapsuler ça sur du natif. Et c'est le framework également qui met à disposition un bridge pour avoir accès à tous les services natifs. Et dernière techno, donc c'est Flutter. C'est quoi la différence avec les autres? C'est que le code, il va être en Dart. Côté plateforme, le seul composant utilisé par Flutter, par les applications Flutter, c'est le canvas. Donc là où on dessine, hein, c'est un écran blanc, c'est là où on dessine les pixels et les événements, pour le système des événements, pour récupérer tout ce qui est touch, etc. Du coup, toute la partie rendue et la partie composant, elle est faite côté, ici c'est marqué Your App, mais c'est plutôt Your App plus framework. Toute la partie rendue, elle est gérée par le framework. Et c'est un choix exprès de Flutter pour pouvoir vraiment optimiser un maximum vraiment les performances. Et à l'image de ce qu'on a vu avec les bridges, c'est juste que ça ne s'appelle pas bridge, ça s'appelle les plateformes channel. Ce sont les plateformes channel qu'on utilise pour avoir accès aux différents capteurs. Et du coup, je vous ai dit, on peut faire aussi du web. Donc, là, je ne suis pas spécialiste du web, mais bon, on peut faire du React, du Angular. On peut faire Flutter, on va voir après, mais on peut faire Flutter aussi pour faire des web apps. On peut faire des PWA. Et du coup, par contre, c'est plutôt hot off the press parce que ça date de quelques mois quand même. Il y avait un point noir en fait quand on faisait des web apps pour des business qui voulaient envoyer des notifications push. En fait, sur Safari, c'était pas possible jusqu'à cette année. Et en fait, vous allez dire, oh non, mais il y a peut-être des utilisateurs qui ont Chrome, qui ont autre chose, qui ont Brave sur iOS. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière tout navigateur qui tourne sur iOS, c'est un Safari. En fait, c'est un Safari skinné par Chrome, etc.
Et du coup, les push notifications n'étaient juste pas possibles sur le web iOS jusqu'à cette année, parce que là, pour le coup, c'est disponible. Les service workers également pour ceux qui font des PWA. Voilà. Quand on choisit du coup soit Flutter, React Native, le natif, en fait, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est l'écosystème dans lequel on va s'insérer. Parce que là, pour le coup, on va gagner plein de choses justement avec cet écosystème. Donc là, je vais parler de ces écosystèmes-là. Et on va commencer par Java. Justement, je disais, Java, là, il y a toujours un peu de lag, surtout pour Android, mais c'est quand même aujourd'hui un langage très populaire côté serveur. La JVM, elle est omniprésente. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ça pour les applications côté back. Donc voilà, donc on gagne ça en fait, on gagne justement, peut-être il y a peut-être d'autres personnes dans la boîte qui font du Java, donc c'est intéressant. Et même côté Android, AOSP, c'est Android Open Source Project, qui est justement, comme son nom l'indique, c'est de l'open source. Vous faites source.android.com, je crois, et ben vous allez tomber sur la partie open source d'Android, et vous allez voir que du Java quasiment, un peu de C, un peu C++, donc c'est toujours un langage qui est très important dans l'écosystème Android, surtout l'Android, vraiment le système lui-même. Kotlin, c'est un merveilleux langage créé par JetBrains. Ils ont pensé, encore une fois, non seulement ce langage, ils se sont dit, ouais, ok, on va faire quelque chose qui est interopérable avec la JVM et du coup, on peut mélanger Kotlin et Java. Mais aussi, ils ont toujours eu cette mentalité de créer quelque chose de multiplateforme, de cross-plateforme, quelque chose qui peut vraiment être présent partout. Et pour cela, en fait, il y a deux solutions qui sont vraiment top et qui, du coup, viennent on va voir juste après, je crois, qui viennent devenir stables. C'est Kotlin multiplateforme, justement. C'est faire du Kotlin partout. Donc ici, je montre juste l'exemple, en fait, c'est qu'on peut avoir des modules partagés pour Android et pour iOS pour le code business. Compose, je vous ai dit tout à l'heure, Jetpack Compose est la façon de déclarer l'UI côté Android natif. Jetpack Compose, donc Android, donc Google, a créé cette librairie. Ils ont fait le choix d'écrire cette librairie en Kotlin, avec toute la puissance de Kotlin, et du coup avec les coroutines pour ceux qui font du Kotlin, et open source. Et du coup, JetBrains a vu ça, il a dit « Ah, sympa ça, c'est 100% Kotlin, voilà, c'est pour faire voilà, la manière moderne pour créer de l'UI côté Android, et c'est open source. Donc JetBrains, ils ont dit on va prendre ce projet-là et on va faire en sorte que ça marche partout. Et donc on parle de Compose multiplateforme, du coup inspiré de Jetpack Compose, et que du coup marche sur iOS, web, etc. Et je crois que j'ai ici justement pour KMM, pour Kotlin multiplateforme, c'est un peu le terme ombrelle en fait pour tous les projets cross-plateforme multiplateforme plutôt de Kotlin. Voilà, il y a quelques semaines, presque un mois, et il y a eu l'annonce de JetBrains qui a dit ça y est, c'est stable, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé vite fait de faire. Je crois qu'en France, Deezer a fait un petit peu. Leroy Merlin, pas en France, en Russie, je crois qu'il y a des équipes qui ont fait ça. Ça fait partie des quelques références de Kotlin multiplateforme. Et là, pour le coup, voilà, on voit vraiment, surtout sur les plateformes les plus populaires, c'est déjà stable. On voit aussi l'arrivée de WebAssembly, etc. Et du coup, des cibles un peu plus expérimentales sur WatchOS, tvOS, etc. Mais bon, pour Android, iOS, desktop, server-side, c'est stable. Et donc, Kotlin, en fait, leur stratégie, c'est qu'il y a trois manières de compiler en fait, du code sur Kotlin. Soit en fait du Kotlin JVM, du coup interopérable avec Java. Kotlin JS, du coup, pour le web. Et Kotlin native, qui va vraiment faire du code bas niveau. Et Kotlin pour iOS utilise Kotlin native. Et justement, juste pour illustrer, j'ai déjà dit à l'oral, mais justement, c'est voilà,
C'était un choix de JetBrains de faire en sorte que Kotlin, via son compiler, il compile sur du bytecode Java qui peut tourner sur la JVM. Donc encore une fois, on peut mélanger, on peut avoir les deux sur le même projet. Si on fait de l'iOS natif, qu'est-ce qu'on y gagne? On gagne tout l'écosystème Apple. Donc déjà, le langage de programmation, on a vu depuis presque 10 ans maintenant, on fait du Swift. Swift qui est lui-même open source, qu'on peut faire sur des serveurs Mac, mais pas que, parce que vous allez dire, oui, d'accord, c'est du Apple, donc ça marche que sur des machines Apple. Mais en fait, j'ai marqué Windows ici, mais j'avais vu sur GitHub que je ne suis pas sûre que ça marche sur Windows. Mais sur Linux, ça marche. Si vous allez sur le GitHub de Swift, vous allez voir voilà, qu'on peut faire tourner du code Swift sur des machines Linux et du coup faire voilà, vraiment du Swift sur des serveurs. À l'image de l'importance que je trouve que Java a toujours pour Android, Objective-C est aussi important pour iOS. On a toujours beaucoup de libs aujourd'hui encore, quelques libs qui marchent en Objective-C, donc il faut savoir toujours le maîtriser. Voilà. Et par contre, le point noir pour l'écosystème Apple, c'est que c'est très, très, très niche. Je pense que même pas 2% des machines aujourd'hui sont des Mac. iPhone, c'est pas pareil, mais bon, si on va faire des applications Mac, on ne va pas atteindre plus que 2% du marché. Et après, juste ici, justement, c'est bien sûr Apple, ils ont voulu réutiliser et avoir vraiment un système de lib qui soit partagé ou inspiré l'une d'autre. Donc AppKit, UIKit, bon, c'est pas très à jour mon truc, hein. On fait plus trop du UIKit aujourd'hui, on fait du SwiftUI. Mais bon, juste pour vous montrer en fait les différents OS également, macOS, tvOS, iOS, watchOS et des libs basiques pour faire du dev Apple. Flutter, du coup, ce qui se passe, c'est que on a notre application tout en haut ici. Faites un Dart, je n'ai pas marqué, mais bon, c'est du Dart, hein, là tout en haut. Elle utilise le framework Flutter, aussi écrit en Dart. Ce framework-là, il tourne sur le moteur, qui est un C++, et d'ailleurs le moteur de rendu, historiquement c'est ce qu'il y a, mais c'est en train de changer. Donc il y a un autre moteur qui est également fait, qui peut également marcher. Tout en bas, on a le matériel, voilà, donc la GPU, CPU. Et en fait, ici, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, vous voyez, toute la stack, elle est la même, quelle que soit la cible. Parce que, je ne vous ai pas dit, mais je vous dis maintenant, Flutter peut fonctionner sur n'importe quel type de matériel. Donc, on pense souvent à un Flutter pour mobile, hein, pour iOS, pour Android, mais ça marche aussi sur des applications lourdes, hein, Windows, Linux, Mac. Il y a des runners pour Raspberry Pi et on peut créer son propre runner également. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'on n'a qu'à écrire. Bon, c'est pas 50 lignes de code, hein, c'est un vrai projet quand même. Et du coup, avoir vraiment cette stack qui sera exactement la même, peu importe la technologie, surtout l'architecture qu'on a derrière. C'est justement le pont entre l'architecture et le moteur. Et ce qui est intéressant sur Flutter, c'est que ça compile du code vraiment natif. Donc on peut vraiment se rapprocher au plus des performances natives. Et bien sûr, la stack est un peu différente sur le web parce qu'on ne cible pas le matériel directement, on cible le navigateur. Donc il y a des choses pour faire du JS, etc. Alors, quand on fait du Flutter, je vous ai dit déjà avant, on écrit du Dart, des langages de programmation Dart. Et en fait, on peut faire du Dart sur le côté serveur également. Il y a des middleware qui existent pour faire des applications écrites en Dart côté back-end. On peut faire sur la GCP. Donc voilà, il y a la Dart VM sur laquelle qu'on peut déployer et faire tourner nos applications Dart. Très niche encore, hein. Je connais quelques startups justement qui font ça. Mais bon, pourquoi pas se dire, les développeurs front, ils vont faire du Flutter, les développeurs back, ils vont faire du Dart, et du coup, tout le monde fait du Dart. Why not?
React Native, et là pour le coup, on s'insère dans l'écosystème React. Donc là, on parle justement des composants, etc. On peut, si on fait bien les choses, on peut partager des composants entre le projet React et React Native. Ce qu'il faut savoir, c'est pas comme Flutter où c'est vraiment le même projet qui peut être partagé partout. React et React Native, bah, ce sont deux projets différents, ce sont deux technologies différentes qui s'inspirent l'une de l'autre. C'est du code JavaScript, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais il faut avoir deux projets séparés. Et après, ce qu'il faut savoir derrière, c'est un runtime, bien sûr, c'est du code JavaScript, donc ils font un runtime JavaScript. Après, bon, je ne vais pas passer sur tous les détails de la doc que j'ai ici. Il faut juste savoir qu'en ce moment, ça bouge. Personne ne fait du React Native ici? Si? Non? OK. Ce qu'il faut savoir, en fait, derrière, c'est que côté architecture, vraiment côté runtime, ça bouge. Et du coup, voilà, ils parlent de fabrique, etc. Voilà, ils ont des nouvelles façons de faire du rendu avec fabrique, etc. Voilà, donc, même voilà, des warnings dans la documentation, c'est encore expérimental, blablabla. Voilà. Mais du coup, si on fait du React Native ou si on fait du web, en fait, on s'en sert dans l'écosystème JavaScript, qui est tout simplement l'écosystème le plus utilisé, le plus populaire aujourd'hui. Et donc, si on fait JavaScript, on peut cibler le navigateur avec nos frameworks de prédilection. Côté serveur, on peut faire du Node, du Deno, etc. Côté desktop, on peut faire de l'Electron. Donc, tout ça, ça marche très bien aussi. Voici du coup ce que ça donne en fait. Donc, on fait du mobile, on fait un choix, et du coup, en fait, on va gagner des choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu un résumé de mon speech. C'est justement, voilà, on fait du React Native, donc on fait du JavaScript, donc on peut faire des PWA aussi, parce que c'est aussi du JavaScript, de web app, etc. On peut faire de Node.js. Si on fait du Android natif, on fait du Kotlin, donc on peut faire du Compose multiplateforme. Voilà, Kotlin sur la JVM, côté back-end. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est voir vraiment avec ce choix, qu'est-ce qu'on peut avoir. Voilà, pareil pour le iOS natif, pareil pour Ionic, etc. Et du coup, voilà, après, donc c'est très cool, il y a plein de technologies. Donc pour moi, en tant que dev, pour mon projet et même pour une stratégie de mon entreprise, comment on fait? Et en fait, je ne sais pas si ça vous aide ou pas, mais en fait, on n'est même pas obligé de choisir une seule, parce que la grande majorité de ces technologies-là, elles peuvent marcher ensemble. Justement, on peut faire du natif. On peut faire du natif plus des modules partagés en KMM. On peut faire du natif plus des modules faits en React Native, des modules en Flutter. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais en fait, c'est ça qui est beau ou pas. Ça rend peut-être les choses plus compliquées, mais on peut vraiment mélanger toutes ces technos-là. On peut se dire, oui, comme j'ai dit avant, je peux faire du Flutter côté front, côté back aussi. Je peux dire, ah non, nos équipes, elles sont excellentes en web. Du coup, je fais mon front avec n'importe quel framework. Et je fais de l'Ionic pour la partie mobile. Ça marche bien aussi. Oui, on peut même être un peu fou, se dire, pourquoi pas Flutter plus React Native. Je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais en théorie, ça peut marcher. Et du coup, comment choisir? Et je vais vous donner juste quelques éléments de réponse pour vous, pour vos projets, pour votre entreprise. Des questions en fait, qu'il va falloir que vous vous posiez quand vous faites ce choix-là. Voilà, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que il est existant? La complexité. Voilà, quand quelqu'un m'approche, me dit oui, ouais, j'aurais fait une app pour moi, je sais pas, qui donne l'horaire de bus, c'est juste un appel API et ça va afficher, au fait, pour mon arrêt de bus, quel sera le prochain bus, des choses comme ça. Très utile, hein, franchement. Moi-même, j'ai déjà créé une application comme ça. Moi, je l'ai fait avec Android natif, que j'ai déployé directement sur mon téléphone, ça n'existait pas sur le store. Voilà, et du coup, la réponse que j'ai pour des applications très simples qui ont peut-être juste un écran, on va pas, ou une utilisation personnelle, faites. En gros, je pose la question, oui, voilà, tu connais quoi? Tu connais du web, vas-y, fais une web app. Tu connais Ionic, fais de l'Ionic. Tu connais Flutter, fais du Flutter. Fais en gros ce que tu connais. Et bien sûr, c'est pas la même chose si on est en équipe et qu'on est en entreprise. La taille de l'équipe, si on a un seul développeur, bon, c'est peut-être mieux qu'il fasse peut-être quelque chose de cross-platform. Si c'est une équipe
où il y a historiquement beaucoup de développeurs natifs, c'est très dur de les faire changer d'avis. Après, on pourra discuter les devs natifs qui sont ici. Surtout les iOS. Hein. Je vous aime bien, les iOS. Et en gros, les iOS, ils aiment beaucoup, vraiment beaucoup l'écosystème Apple. Donc, c'est très dur de les faire voir ailleurs. Et en fait, je peux arriver et dire, mais regardez, Flutter, c'est génial, ça marche super bien, l'expérience développeur, elle est top. Mais en fait, un développeur qui n'est pas motivé, même si je peux couper par deux le temps de développement, quelqu'un qui n'est pas motivé, il va mettre 10 fois plus de temps pour le faire parce qu'il est juste simplement n'a pas envie de le faire, quoi. Bref, le budget de votre entreprise, un truc que j'ai tendance à dire aussi souvent, c'est à budget limité, franchement, faites du natif, posez pas vous les questions. C'est juste que, encore une fois, le point noir, entre guillemets, du natif, c'est que c'est 2 fois plus de ressources qu'il faut pour faire la même application. L'outillage qui est sur l'entreprise, voilà, des choses comme ça. De la compétence qu'il y a aussi dans votre entreprise. J'ai dit juste attention à la promesse full stack. Pareil, je tarde pas ici, mais si vous voulez en discuter plus après, ou posez-moi la question après. C'est bien, mais en gros, hein, c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment des spécialistes pour chaque plateforme qu'on cible. Au moins une personne qui représente la technologie, le marché, la communauté et l'expérience de dev. Regardez tout ça sur les technologies, quand vous faites des POC. Pour finir, le natif, j'ai dit, ce sont les outils officiels, toujours à jour. Il y a la keynote d'Apple, il y a Google I.O. Le soir même, les développeurs natifs, ils vont pouvoir tout de suite tester les nouvelles API, les nouvelles fonctionnalités. Mais bon, le tooling excellent, etc. Le tooling excellent, etc. Point noir, il faut 2 équipes. Cross-platform, j'ai dit, voilà, c'est cool de partager du code, mais il faut avoir de la connaissance native. Potentiellement, il faut attendre un peu pour intégrer de nouvelles fonctionnalités. Et à la fin, en fait, quand on fait du cross-platform, on est tout simplement en dépendance dans une application native. Et donc, on vient avec c'est une dépendance, quoi. Donc, des choses bizarres des choses étranges peuvent toujours arriver. React Native, juste, là, on a du code push, le fait de pouvoir mettre à jour le code JavaScript à n'importe quel moment. On tire parti de tout l'écosystème JavaScript. Flutter, voilà, il y a plein de trucs qui sont très cool aussi, d'augmentation, plein de composants après utilisation. Hot Reload qui permet de vraiment une bonne expérience développeur. Code push qui est équivalent, qui existe aussi sur React Native. Ionic, pareil, j'ai tendance à dire aussi souvent, c'est cool d'utiliser les WebView, mais là, pour le coup, on devient dépendant de navigateurs et ses bugs. Et par contre, on a tout l'écosystème JavaScript derrière nous. Et du coup, pour finir, rapidement, un choix technologique, ça devrait être un grand investissement. Donc, prenez votre temps en fait, de POC, étudiez. On a beaucoup de blogs qui disent oui, Flutter versus Native, versus Ionic, et en fait, c'est quasiment impossible de faire une comparaison 100% juste. Et du coup, mais ma conviction personnelle, c'est que le projet mobile de demain, il sera en fait, peu importe la technologie, mais je pense qu'il aura juste une partie du code qui sera partagée. Je suis à la bourre, j'ai fini. Oui, c'est bon. Donc, merci déjà. Donc, il faut que je fasse mon quiz et j'ai 3 minutes. J'ai de la chance, je passe en premier. S'il y a du temps après le quiz, je prends les questions après. Les questions, pardon. Et parce que je veux bien faire le quiz. Voilà, ça marche? Alors, allez sur votre navigateur préféré. Hop. Et je vais rester toute la journée ici. Franchement, j'aime bien discuter avec tout le monde. Si vous avez des questions, si on n'a pas le temps ici, n'hésitez pas. Et même sur Twitter, LinkedIn, rajoutez-moi. J'adorerais partager avec vous. Oui, il m'avait dit tout à l'heure que je n'avais pas Internet. Tac. Si je partage ici... Oh non, ça a l'air de marcher, là. Allez sur kahoot.it.
Kaut.it. Hop. Roblochon, non, c'est pas ça. Oh, Pixel. Non, c'est pas Pixel, c'est pas moi. J'espère que le Wi-Fi d'ici va fonctionner. Voilà. Donc là, normalement, il va y avoir un code qui va s'afficher. Ouais, cool. Voilà. Donc, il va falloir que vous mettiez ce code-là. Ah, cool. Parfait. Ouf. Ça va aller très vite en plus. Hein. C'est 10 secondes pour chaque question. Ah, cool, cool. Parfait. Super chaton, ouais. 21, ça a l'air pas mal. 22, est-ce qu'il y a un 23e? 24, allez, hop. Dites-moi, tout le monde est dedans? J'attends quelqu'un encore? C'est bon? Ah, Ryan, c'est bon. T'as réussi à être là. 26. 1, 2, 3, pouf, start. Enfin, toutes les questions étaient dans la presse. Hein. Les réponses, surtout. Voilà. De quelle technologie je n'ai pas parlé? JavaScript, Unity, C#, Ionic. Facile, hein? Trop facile. Bravo. Hop, next. Je ne fais pas les débords, on verra à la fin. Pour communiquer avec le natif dans l'application Flutter, on utilise... Qu'est-ce qu'on utilise? Les méthodes channel ou le bridge? « 50%. Bravo, quand même. Hop. À la sortie d'Android, on codait avec quoi? Quel langage de programmation? Java 8, Java 6, Java 11 ou Kotlin? Bravo! C'est bien ça, ça me rassure. Vous avez écouté? Ou alors vous savez, c'était pas très dur. Swift est un langage open source, vrai ou faux? Ah, j'ai mis en anglais, true ou false. Pourtant, j'avais mis en français. Ok. J'avais dit hein, que c'était open source. Dart peut être utilisé côté serveur, donc le langage de programmation qu'on utilise pour faire du Flutter. Est-ce qu'on peut utiliser côté serveur également? True ou false? Ah, Reconnect. Non. Ok. Ça va? Vous avez toujours le quiz de votre côté? Ah, cool. Ouf. Ok. Suspense pour la fin. Quelle technologie cross-platform est la plus représentée sur le store? La plus représentée aujourd'hui. Voilà, on va sur le store. Vraiment, c'est quoi la plus populaire? Unity, Flutter ou React Native? Ouais. Dernière question. Il y a plusieurs choix possibles. Hein. Quelles fonctionnalités sont supportées sur Safari mobile? Ça, c'est celle-ci. Il y a un peu de culture générale également. Voilà, accès à donc Safari mobile, Safari qui tourne sur nos téléphones. On peut accéder à la caméra, notification push, GPS, geofencing. Celle-ci, c'est un peu bonus. Hein, il faut connaître pour avoir vraiment la bonne réponse. Et il y a plusieurs trucs possibles. OK, c'était le geofencing juste qui n'était pas possible. Alors, podium. Attention. Troisième, Barbara. Bravo. Robin, pardon. Et première place, Benoît. Bravo. Et du coup, je suis officiellement à la bourre. Mais voilà, si vous voulez venir juste pour prendre vos peluches. Et merci tout le monde.